Merci de nous écouter pour ce 6e épisode de Slash Design, le podcast du laptop. Le design, il est partout et on le suit à la trace avec mon amie Rachel, à côté de moi, responsable pédagogique du laptop. Bonjour Rachel. Bonjour Ambroise. Et donc on va co-animer ce podcast. Un petit mot peut-être sur le laptop justement. On est au laptop en ce moment même, mais ce serait bien peut-être d'en parler. Oui, donc vous avez pris place dans une salle de classe. Concrètement, c'est ici qu'on donne nos formations, puisque le laptop, c'est essentiellement un organisme de formation. On a des formations autour de plein de sujets qui tiennent à l'UX design, notamment la première formation, au moment où le laptop a été fondé par Pauline Thomas, ici présente, c'était sur le design sprint. Et puis, depuis, on a des formations à l'UX, au management, au design management, et les plus récentes de nos formations autour de l'UX Research, du Design Ops. Et aujourd'hui, on parle design data avec deux invités qui nous font le plaisir de leur présence, d'être là avec nous. Nous recevons Antoine. Bonjour Ambroise. Bonjour Antoine, tu es spécialiste du design par la donnée et intervenant justement au laptop. Et puis nous avons Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Ambroise. Tu es VP et Product chez Luco et on va donc échanger sur l'exploitation de la donnée au service de l'expérience utilisateur. Rien que ça. Merci encore une fois d'être là. Il est temps de passer aux choses sérieuses après ce petit jingle qu'on adore tous. Data, la data, ce mot sacré depuis le début des internets, ça nourrit beaucoup de fantasmes, de grands fantasmes. Et grâce à ces données, nous serions, et je dis bien serions et pas serons, nous serions capables de prédire, de contrôler, de piloter, d'optimiser, pour le meilleur, évidemment pour le pire. Force est de constater qu'au-delà des grands discours, seuls quelques acteurs géants, pour pas les citer, les GAFAM et autres, ont réussi à s'approprier cette ressource qu'est la donnée, à coup d'algorithmes qui font partie de notre quotidien, je crois qu'on peut le dire. L'enjeu aujourd'hui, c'est certainement l'ouverture de cette donnée comme un bien commun et par cela donc une meilleure compréhension de cette data et une meilleure accessibilité aussi pour démocratiser son utilisation. Est-ce que vous voyez les méthodes du design pointer leur bout du nez? Moi, je le vois, je le sens. Et on a bien raison, je pense, d'aller vers ce sujet du design data. Rachel, est-ce que tu peux nous mettre dans de bonnes dispositions là pour cette petite heure qui nous attend et nous décrire, nous définir ce qu'est vraiment cette pratique du design data? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on parle data. Data comme la donnée en français. Une donnée, par définition, peut être aussi bien quantitative que qualitative. Mais quand on utilise le mot en anglais, data, et notamment dans nos métiers, la data, c'est 99% du temps des données quantitatives. Parlons statistiques et parlons mathématiques. En général, c'est là où les gens font « Ah non, pas des mathématiques !» Exactement, un frisson parcourt la salle. Il y a quelques années, une étudiante, la peur dans les yeux, m'a demandé s'il fallait connaître R, la lettre R, pour être un bon designer UX. Apparemment, c'est ce qui se disait dans son entreprise d'alternance. Data is the new UX, comme on dit dans le product. R, c'est le nom d'un langage qui sert au traitement statistique des données. Je connais plusieurs personnes dont le CV indique une maîtrise de R, des data scientists, des data engineers, des data analystes, mais à l'heure actuelle, pas de designer. Je lui ai dit ça. Ça l'a un peu rassuré. Les maths, les statistiques, dans le monde du design, c'est assez clivant. Ça excite certains et ça rebute les autres. Donc, si ça vous excite, je vous encourage vivement à ajouter une corde à votre arc en apprenant R ou un autre langage. Le portugais, la LSF, le langage naturel des agents conversationnels. Ça fait toujours du bien. Mais quand on parle de data et de design dans la même phrase, on parle le plus souvent d'une des trois choses suivantes. D'abord, la data comme un input, c'est-à-dire à proprement parler comme une donnée du problème. Je parlais de définition tout à l'heure, et la définition du mot « donnée », le Robert nous donne « élément qui sert de base à un raisonnement, de point de départ pour une recherche ». On utilise la data en UX Research en faisant des sondages quanti, en fouillant dans les statistiques d'usage, en identifiant des profils, des parcours,
des mots-clés dans ses statistiques. On appelle ça le data-driven design. Et puis, la data comme objet à designer, c'est-à-dire la data visualisation. Et enfin, la data comme output du design. Une fois qu'on s'est servi de données pour concevoir des choses, rien ne nous retient d'inclure à notre recommandation design des données à suivre, à générer, contribuer au plan de tagage, à la définition d'indicateurs, proposer des actions en fonction d'un profil d'utilisateur identifié par une quantité, par un score, identifier des A/B tests ou des MVT à réaliser. Dans aucun de ces 3 cas, il ne s'agit de se substituer à un data scientist ou à faire des maths, mais plutôt, en vrai designer, de faire collaborer les data scientists, les data engineers, les data analysts à la démarche design, et vice-versa. Bien, merci pour cette base qui va, je pense, bien nous servir pour nos conversations à venir. Mais avant de vraiment commencer justement ces échanges, ces questions et surtout ces réponses, peux-tu bien nous présenter, Antoine et Fabien? On vous enlève cet exercice toujours difficile de se présenter. C'est Rachel qui a fait ses recherches sur vous. Oui, j'ai enquêté. Donc, pour nous parler data quantitative et chiffres, aujourd'hui, nous avons fait appel à 2 professionnels qui se considéraient initialement comme des littéraires. Juste plutôt littéraires pour l'un, et pour l'autre, prépa art de la scène et master en création éditoriale et littérature comparée, c'est-à-dire très, très littéraire. Mais ils se revendiquent tous les deux comme des profils hantés, très polyvalents. Quoi qu'il en soit, ils sont tous les deux maîtres des chiffres et des lettres. À droite, on a Fabien Levray, product manager chez Luco, une start-up du secteur de l'assurance habitation. Exactement. Ok, très bien. En 10 ans d'expérience et des postes à responsabilité en product, il a eu le temps de se poser plein de questions sur la façon d'articuler les différents savoir-faire qui composent une équipe produit. Et notamment l'importance de la data comme facteur de rationalisation des échanges. Les échanges entre design et business notamment. Et à gauche, Antoine Voland-Logeret, qui se dit Lead UX Strategy Ops. C'est un peu pompeux. C'est la patatoïde du thé. C'est la grosse patate. Qui, après ses études littéraires, a complété avec d'autres diplômes en marketing digital. Et c'est là qu'il a attrapé le virus du design thinking dans un cours de MBA délivré par Pauline Thomas et Samuel Rousselier, du laptop. Donc, une souche assez virulente du virus, puisqu'il en a fait son métier. D'abord en s'associant avec une lead designeuse, Christina Goudim, pour monter leur agence de design. Et puis en enseignant le design en tant que maître de conférences détaché à l'ESSEC et intervenant à Gobelin. Donc nous, on a voulu inviter Antoine parce qu'on a eu plein de discussions pétillantes en préparant la formation UX Research, où il intervient sur les données business et analytics. Et parce que rendre la data pétillante, c'est pas donné à tout le monde. Et puis c'est Antoine qui nous a suggéré d'inviter Fabien, parce qu'il l'avait entendu parler dans un autre podcast et que ça avait fait quelques étincelles dans sa tête. Donc, je vais à présent les laisser parler, ou pétiller, au choix. Moi, j'aime bien pétiller. On va pétiller. Allez, on commence avec une première partie. On va parler de l'organisation interne de cette pratique. Comment on fait du design data dans sa structure, dans son entité. Peut-être comme première question, et pour lancer la conversation, est-ce qu'on peut dire que votre pratique du design data dépend de la bonne volonté en interne, peut-être plus que d'autres pratiques du design? Je pense notamment au design fiction, qui peut-être est un peu plus autonome dans sa manière d'avancer. Est-ce que vous avez évidemment, vous avez besoin d'avoir accès à la donnée, donc est-ce que ça veut dire que vous êtes vraiment dépendant plus que d'autres pratiques en interne d'une bonne compréhension de votre action? Antoine, Fabien? Oui, c'est assez essentiel. Et souvent d'ailleurs, quand j'arrive dans une boîte, chez Luco récemment, du coup, en tant que VP Product, ce que je fais, c'est assez rapidement de faire de l'évangélisation sur pourquoi est-ce que la data finalement est importante. Il est important de l'exploiter pour prendre des décisions. Pour certains profils, forcément, ça va de sens. Dans mon équipe, notamment, il y a un product data analyst qui est dédié à ce genre de pratique. Donc lui, ça coule de source. Pour les product managers, de plus en plus, il y a une maturité, effectivement, et on sent que l'accès à la data est important. Pour les product designers, il y a souvent une envie, mais c'est vrai que parfois, il y a un manque de formation parfois que je peux observer,
parce que c'est pas au cœur du métier. Enfin, un product designer, comme tu le disais, Rachel, n'a pas besoin de maîtriser R ou je ne sais quel langage pour exploiter la data. C'est pas son cœur de métier. Et donc là, effectivement, il y a un besoin de faire de l'éducation, de l'évangélisation sur pourquoi, en tant que product designer, maîtriser la data permet de mieux faire son travail, d'avoir plus d'impact et de mieux mesurer les résultats de son action, quoi. Antoine, est-ce que tu veux compléter? Non, mais je partage à 200% ce que vient de dire Fabien. Mais c'est pas qu'une question d'évangélisation, en fait. C'est aussi une question de connaître les sources de données disponibles. Enfin, dans l'ordre. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la data? Effectivement, parce que ça permet de mesurer et d'avoir aussi mesuré une action. Donc, pour des designers, c'est très utile parce que souvent, c'est un métier qu'on considère un peu comme soft en termes de données, enfin, en tout cas, de KPI. Donc, ça permet de faire ça. Et ensuite, il y a tout un travail au-delà de ça, de cartographie des sources de données disponibles. Et c'est là où le designer a un rôle à jouer. C'est qu'en fait, finalement, il va faire le travail un mapping du parcours. Donc, pas seulement sur l'outil sur lequel on travaille, pour identifier ensuite toutes les sources de données. Et une fois qu'on a identifié ces sources de données, lesquelles sont exploitables ou pas. Et donc, en fait, au-delà de la question de l'évangélisation, c'est une question de gouvernance et aussi d'organisation qui se pose. Alors, question à 1 million, mais est-ce que justement il y a un peu un modèle que vous pourriez donner de gouvernance, que vous recommandez en tout cas, pour faciliter? Je sais bien qu'à chaque fois ça doit être différent parce que c'est pas forcément la même donnée, les mêmes activités, pas la même organisation en interne, mais est-ce que quand même il y a des règles d'or qui peuvent faciliter justement cette gouvernance? Effectivement, ça dépend bien sûr pas mal de la structure. Je vais plus parler du coup moi de ce que j'ai connu, donc plutôt du product management en startup ou en scale-up. En tout cas, moi dans les organisations que j'ai connues, globalement la data en termes de gouvernance est vraiment ownée par l'équipe data, donc qu'il y ait un VP data en place, qu'il y ait un head of data, c'est vraiment eux qui vont être responsables de la collecte, de la qualité de la data, de mettre en place les pipelines en fait pour aller chercher la data, la mettre dans Snowflake par exemple ou ce genre de choses. Et ensuite, dans la consommation de la data, ça va plutôt être l'équipe product, donc product manager et product designer, qui vont, on parlait de data visualisation, à travers la data visualisation des outils comme Amplitude ou comme Analytics, pouvoir consommer finalement cette data. Mais en termes de gouvernance, c'est bien que l'ownership revienne à l'équipe data, donc c'est l'intitulé. Et après, par contre, sur les différentes étapes de l'exploitation de la data, les product designers ou les product managers vont intervenir. Notamment, par exemple, dans tout ce qui est plan de tracking, ce que disait en fait Antoine, pour cartographier les différents sources de data. Là, forcément, les product managers et product designers vont jouer un rôle critique. Effectivement, ça dépend de l'organisation. Quand il y a une équipe data, ça permet de centraliser les choses. Dans un certain nombre de structures, même de taille, on va dire, conséquente, importante plutôt, on a en fait, chacun a sa propre source de données. On a la web performance, qui va s'occuper, par exemple, de tout ce qui est acquisition. On va avoir les UX qui vont s'occuper, ou le product management / design qui va s'occuper justement du produit. On va avoir aussi la satisfaction client qui va mettre en place des enquêtes, des scores de satisfaction. Et donc, personnellement, je pense que c'est bien aussi d'avoir en fait de mettre en place des équipes, une team pluridisciplinaire avec chacun de ces métiers qui sont intégrés justement pour réfléchir sur comment est-ce qu'on peut diffuser ces données et s'adosser à un outil. Là, je prends le cas de la Redoute. Je crois que Karine va nous écouter, donc qui a été UX researcher chez eux, qui a mis ça en place et je trouve ça très intéressant. C'est cette équipe adossée à un outil qui est en fait un UX Research Repository pour le public, mais au lieu d'être centré que sur la research, en fait, qui met sur cette banque de données l'ensemble des data de l'ensemble des services. Et donc, ça permet en fait à chaque partie de l'entreprise d'avoir accès à toutes les données et donc de plus être justement dans son petit silo, mais de diffuser et rayonner largement. Ok, je vois. Et peut-être que si on veut aller un peu plus loin, ou en tout cas d'être un peu plus concret, on avance en fait quasiment chronologiquement. Ça y est, vous avez trouvé les sources de données. Vous savez que c'est ces données-là qu'il vous faut pour votre travail. Comment techniquement on vous donne accès à cette donnée? Est-ce que c'est un accès libre qui vous permet d'aller de faire des demandes et qui après vous téléchargez? Est-ce que c'est des exports qu'il faut demander à chaque fois et qui sont faits par les équipes data? Comment ça se passe, Fabien? Alors, ça dépend. Pour préciser, quand tu dis vous, c'est les designers ou c'est Fabien, product manager? Plutôt les designers, mais les deux sont intéressants dans l'approche.
Ouais, je peux parler pour notre contexte. Donc nous, je pense que c'est important aussi peut-être de le préciser. Autant l'équipe data, elle n'est pas rattachée à l'équipe product, donc il n'y a pas de lien hiérarchique entre moi et le VP data. Autant par contre, le product design est rattaché au produit chez Luco en tout cas. Donc ça veut dire que, le design m'est rattaché directement. Donc ça permet forcément d'avoir, en tout cas moi et eux, d'avoir des interactions assez fréquentes. Ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de réduire au maximum les barrières à l'entrée pour accéder à la data quantitative. Ça a été tout de suite un peu le mantra que j'ai eu en tête quand je suis arrivé, parce que j'avais pu expérimenter dans d'autres boîtes le fait qu'il y avait des barrières à l'entrée, on mettait des frictions, comme le fait de maîtriser tel outil, le fait de pouvoir faire des requêtes SQL. Et quand on met des barrières à l'entrée, forcément l'information se diffuse pas et c'est dommageable pour tout le monde. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'était de réduire ces barrières à l'entrée, notamment à travers la mise en place d'un outil qui s'appelle Amplitude, et qui permet en fait, du coup c'est de la data visualisation, mais qui permet assez facilement d'aller consulter la data, de faire des exports, de modifier la data. Donc on a mis ça en place. On a mis aussi un peu de formation sur l'outil, parce que forcément, faut quand même se l'approprier. Et du coup, pour répondre à ta question, du coup les product designers ont accès à cet outil. Ça dépend de l'affinité des uns et des autres par rapport à l'outil. Certains vont juste consulter la data, ce qui leur permet déjà de mesurer l'impact de leurs actions, et d'autres vont même la manipuler en modifiant des tunnels de conversion, par exemple, en modifiant des events. Donc voilà comment, en tout cas, c'est traité chez Luco, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de frein ou en tout cas, à un moment donné, que l'équipe data joue pas le jeu ou parce que ça les dérange ou parce que, sans même les déranger, peut-être que ça rajoute une masse de travail qu'ils n'ont pas le temps de traiter parce que là, pour arriver jusqu'à Amplitude, je suppose qu'il y a quand même un travail avant justement des équipes data pour que cette donnée soit exploitable sur l'outil. L'équipe data, pour le coup, a été plutôt coopérative, si je puis dire, parce que pour eux, c'est plutôt un investissement à bon escient. Ça en fait gagner du temps. Exactement. En fait, c'est un peu Amplitude ou Google Analytics. Avant Amplitude, on était sur Google Analytics. C'est un petit peu data as a self-serve. Donc, ça veut dire qu'en tant que product designer, user researcher, product manager, je peux en self-serve aller chercher la data qui m'intéresse versus solliciter mon data analyst qui a aussi toute sa to-do à faire. Et plutôt que d'aller taper sur son épaule toutes les 5 minutes, je vais aller chercher la data tout seul. Donc, en fait, pour l'équipe data, c'est plutôt un investissement. Parce qu'ils se disent, en mettant en place ce genre d'outils, on va d'une part être un peu moins goulet d'étranglement sur cette partie-là, et ça permet aussi à toute la boîte d'avoir un peu plus d'impact. Ça te fait réagir comment, Antoine, cette expérience vécue, partagée? C'est une alors Amplitude, Analytics, c'est plein d'outils différents. Je partage totalement qu'il faut l'outil le plus simple possible. Amplitude le permet, Analytics GA4, donc la dernière version, perd en précision en données, mais est plus simple d'usage aussi. En fait, je pense qu'il faut identifier deux choses. D'abord le contexte. Donc, basiquement, Fabien est allant en interne dans la boîte. Moi, je suis en externe. Donc, c'est pas non plus les mêmes rapports aux choses. Je pense qu'il y a le contexte et après, il y a la source de données. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, donc, je vais d'abord parler de la source de données et après du contexte. La source de données est méga importante parce que, en fait, aujourd'hui, il y a très peu d'outils qui permettent, en fait, d'agréger des sources de données. Donc, typiquement, par exemple, si on a Analytics ou Amplitude, ça a des outils qui permettent, en fait, de voir l'usage, d'un site internet, d'une application, etc. Et après, de faire des courses, faire des analyses, des taux d'abandon, etc. Mais, par exemple, si on a de la donnée qualitative, généralement, on va avoir une autre plateforme. Si on fait appel à un criticizer, sur la satisfaction client et les avis, c'est encore une autre plateforme. Donc, en fait, il y a ça déjà, il faut identifier la source, pour ça que c'est important. Et ensuite, aujourd'hui, quand il y a plusieurs sources, il faut plusieurs accès. Donc, il faut, d'où le plan de mesure, d'où le fait de pouvoir identifier pour chaque donnée les éléments importants. Et donc, moi, en tant qu'externe, à chaque fois, je signe un accord de confidentialité et je demande l'accès à toutes les sources de données après les avoir identifiées, justement. Et donc, ça demande un peu de formation, je pense aussi. Et c'est pour un plus de designers. Pour moi, il y a un vrai enjeu. Donc, tu disais de la formation chez Amplitude. Moi, j'interviens sur des questions d'analytics et de données business au laptop. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de formation à ces outils parce qu'en fait, si on sait pas les maîtriser un minimum, derrière, en fait, on est con devant l'outil. En fait, on peut pas l'exploiter et on redevient un simple exécutant et on peut pas être maître de son sujet, en fait. Donc, je pense que la question de la formation autour des outils et de pas avoir peur d'aller dessus, elle est méga importante pour des designers, que ça soit en interne ou en externe. Ce que tu dis là, en fait, ça met aussi en avant peut-être
Où est-ce que commence et s'arrête le rôle du designer? Est-ce qu'il agit sur la data? Parce que là, tu parles par exemple de source de données, mais après, comment, dans quel état est la donnée? Est-ce que elle est déjà structurée? Est-ce qu'elle est brute? Est-ce que c'est à vous de la travailler, ou dans ces cas-là, vous dites, en fait, l'équipe data, refaites un petit travail là-dessus et puis redonnez-nous, et puis nous, après, on la remet dans l'outil. Comment ça se passe et jusqu'où vous vous permettez d'agir sur la data? Généralement, l'outil, la structure déjà, Amplitude a déjà été pensé. Enfin, c'est pas un data lake, ou c'est pas un CRM. C'est un outil qui déjà structure et en fait pense la donnée. En fait, c'est pour ça qu'on parle de data vis. Là, en parlant de data vis, c'est pas pour dire, c'est pas comment est-ce qu'on va faire des slides avec des belles données bien représentées sur forme graphique. Beau graphique. C'est comment est-ce que l'outil permet d'exploiter la donnée et déjà de la pré-structurer, en fait, finalement. C'est ça le truc. Donc, la plupart des outils aujourd'hui le font déjà. En revanche, effectivement, on est capable de capter, notamment, moi, je bosse avec l'industrie beaucoup. Il y a plein de sources de données. Par contre, là, dans ces cas-là, la donnée n'est pas forcément structurée. Et ça m'arrive encore de bosser sur de l'Excel ou des outils comme ça, parce que Tableau ou autre, parce qu'en fait, je suis obligé de me taper des CSV, enfin des fichiers CSV, parce que ils n'ont pas forcément les outils d'analyse derrière. Ouais, sur la structure de la donnée, effectivement, l'avantage d'Amplitude, de Google Analytics ou d'autres, enfin, il y a Content Square aussi, il y a pléthore d'outils. C'est vrai qu'effectivement, il donne le frame pour avoir déjà une donnée un peu structurée. Par contre, il faut quand même la pré-structurer au préalable, notamment à travers le plan de tracking. Donc, le plan de tracking qui est très souvent un fichier Excel où on dit, je veux suivre tel event à tel nom, et voilà les propriétés que je veux, enfin, les properties que je veux associer à mon event. Sur le plan de tracking, moi, dans les expériences que j'ai vécues, c'est plutôt les product managers qui vont s'en saisir. Les product designers vont être consultés, dans le sens où on va forcément leur demander quels sont les événements critiques sur votre produit, qu'est-ce que vous voulez traquer. Et par contre, le garant du plan de tracking et du fait que la nomenclature du plan de tracking, elle est bien cohérente, elle est claire, ça va plutôt être le product manager avec l'équipe data, quoi. Et de manière générale, sur la donnée, on va avoir la collecte de la data, enfin l'identification de la data, la collecte de la data, l'analyse de la data. Sur la collecte, les product designers ou product managers vont peu intervenir. Ça va plutôt être vraiment la responsabilité de l'équipe data. Parce qu'on parle d'Amplitude, mais il y a d'autres outils qu'on peut utiliser. On utilise notamment Looker pour de la data vis, où on va avoir plus des données business. Donc en fait, les product designers vont aussi aller sur Looker. Sur Looker, pareil, ils vont plutôt consulter la data. Tout ce qui est collecte va plutôt être l'apanage de l'équipe data, parce qu'il y a des compétences techniques à avoir que moi-même je n'ai pas et que des product designers n'ont pas forcément. Tu voulais peut-être poser une question sur l'arrachage, j'ai senti l'envie pointe le. Ouais. Oui, alors le moment est passé, mais on parlait de processus, d'outils, etc. Et je me demandais, du coup, dans vos équipes, est-ce qu'il y a il y a des data ops qui sont chargés justement de la bonne intelligence entre ces équipes data ou cette gouvernance data comme à la Redoute dont tu parlais tout à l'heure, et de faire en sorte que ça rayonne et que ça soit bien compris. Et vous parliez de formation, etc. Est-ce qu'il y a des gens dont c'est le rôle ? Ça arrive, mais c'est rare. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu d'autres clients où j'interviens sur d'autres missions, justement sur parfois plus d'organisation. Et même chez des grands groupes, notamment bancaires, y a, encore une fois, en fait, le problème, c'est pas la donnée elle-même, c'est l'exploitation qui en est faite. Et il y a rarement des référents, en fait, comme tu dis, DataOps, en fait, ils sont capables un peu d'évangéliser autour de ça. Et en tout cas, moi, c'est un pain point que j'ai chez beaucoup de clients, c'est qu'en fait, c'est moi qui prend un peu la casquette, même en tant qu'externe, d'aller chercher ces éléments-là pour essayer d'en avoir une vision d'ensemble et de la relivrer derrière au client qui la réexploite derrière. Oui, oui, ça dépend toujours du contexte. Je vais parler un peu de chez Luco et je vais parler de ce que j'ai connu avant, parce que j'ai aussi fait du conseil chez Tigar, un cabinet de conseil en product management. Chez Luco, on a la chance d'avoir, donc son intitulé, c'est pas DataOps, mais c'est Product Data Analytics, mais en tout cas, au-delà de l'intitulé, c'est effectivement de ce rôle dont on parle. Donc, on a la chance d'avoir un Product Data Analyst qui, du coup, est dédié, en fait, donc, il est membre de l'équipe Data, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché à l'équipe Product. Mais par contre, il est dans l'équipe product et son rôle va vraiment être de jouer ce rôle-là, en fait, de s'assurer que la data et les charts qui sont créés dans Amplitude sont propres. Donc certes, les product designers et product managers sont autonomes pour aller dans Amplitude et créer leurs charts. Néanmoins, ce que je demande à cette personne, c'est
toujours de faire de la Q&A en fait, de la QA sur leur chart pour s'assurer que la donnée effectivement est fiable, parce que y a rien de pire que d'exploiter une donnée qui l'est pas. Donc il va être dédié à ça, il va avoir un rôle aussi de formation, c'est-à-dire qu'en fait je vais lui demander de passer un peu de temps avec les membres qui ont fait la demande pour les former sur la data, sur différents aspects, définir une métrique actionnable, maîtriser l'amplitude, analyser une courbe de rétention, enfin ce genre de choses. Et il va avoir aussi un rôle d'évangélisation en interne, enfin et là au-delà de l'équipe product and design au sein de toute la boîte, où il va évangéliser sur l'impact qu'ont eu les initiatives product à travers des rapports qui vont être diffusés à l'intégralité de la boîte. Donc on a ce rôle effectivement qui est très précieux. Et effectivement, quand j'ai fait du conseil, j'ai rarement observé ce rôle. Et souvent, comme dit Antoine, c'était un petit peu moi qui le jouais par défaut, bon an, mal an, en faisant mes propres charts et en jouant ce rôle. Et c'est vrai que ce rôle de Product Data Analyst, c'est un vrai fluidificateur, je trouve, entre la data et Product Manager, Product Design, quoi. Faisons une petite mise en abîme. On parle de données que vous facilitez, en tout cas vous donnez des accès plus simples et une exploitation plus simple. Imaginons maintenant des données sur justement votre travail. Et ça veut dire comment vous mesurez l'impact de votre travail, comment vous réussissez à savoir est-ce que mon action de designer a bien joué son rôle. Moi, je vais laisser Fabien intervenir sur plus la partie product en général, puisque c'est quand même le cœur de son activité. Moi, je pourrais parler effectivement de la partie design. Justement, mettons en place des KPI, les fameux. La différence, en fait, c'est que aujourd'hui, on en parle beaucoup et il faut faire très attention parce qu'en fait, on a des KPI de complaisance, ce qu'on appelle des vanity metrics aussi, qui permettent juste en fait de se dire vous avez vu, je suis trop beau. Mais un vrai KPI, normalement, ça doit être un peu inconfortable parce que ça doit mesurer notre performance, notre efficacité. Alors, du coup, après, ça, c'est on va dire un peu l'introduction macro. Et puis après, il faut définir en fait de quel type de KPI on parle. On va avoir des KPI internes. Évangélisation, par exemple, à la méthode design. Donc ça, c'est, on va dire, quasiment interne / organisationnel. Après, on va avoir des KPI sur le résultat. Et moi, là-dessus, par exemple, il y a beaucoup de KPI design que j'aime bien jeter à la poubelle parce que je considère que c'est par exemple, je sais pas, moi, j'ai déjà vu le nombre d'interviews menées comme KPI. Pour moi, c'est une connerie monumentale. Je m'en tape complètement du nombre d'interviews menées, sauf bien sûr dans le cadre d'avoir un protocole qui soit bien carré. Mais par contre, ça va être justement des KPI quanti, donc ça peut être, quanti business, donc ça peut être par exemple un taux de conversion. Quand on est capable d'identifier, on va dire, quel est l'impact de l'UX dessus, parce que des fois, il peut y avoir d'autres facteurs extérieurs. Moi, j'aime bien aussi calculer des retours sur investissement. Alors, qui sont pas forcément d'ailleurs financiers, ça peut être temporel. En ce moment, je bosse pour une agglomération de communes, pour la refonte du site internet et en partie aussi sur la cartographie de l'écosystème digital. Et on a un gros problème, c'est qu'on a des services avec des process qui datent de Mathusalem. Donc, en gros, je sais pas, on fait une demande de subvention. Soit je l'adresse par téléphone ou par mail, on me renvoie un PDF qui est même pas interactif, je le renvoie avec bref. Après, c'est rentré dans un Excel, vous voyez. Et là-dessus, en fait, moi, le KPI que j'ai mis en place, on n'a pas encore calculé le résultat, mais ça va être, en fait, le modèle, c'est le temps gagné. Et après, ce temps gagné, on peut le modéliser en faisant des tests, etc. Et après, on peut le rapporter à un temps annuel gagné. Et après, si on veut aller encore plus loin, on va pouvoir le reporter à un équivalent temps plein. Et si vous voulez aller encore plus loin, on peut aussi identifier combien, enfin, en tout cas, nous, on l'a fait, combien, en fait, ça nous économise sur le temps homme. Et derrière, ça veut dire combien de temps je suis capable de réallouer à du traitement et du conseil sur, justement, je sais pas, moi, des associations ou des choses comme ça. Donc voilà, on peut aller à ce niveau de granularité sur un certain nombre de sujets, mais ça va traité au cas par cas. Est-ce que, du coup, si je comprends bien, si on met des KPI un peu intermédiaires sur des étapes comme faire des entretiens, le nombre d'entretiens réalisés, je sais pas, le temps passé à faire une maquette ou que sais-je, c'est intimement lié à la méthode qu'on va utiliser et du coup, ça laisse moins le choix de faire ces méthodes. Et toi, tu préfères mesurer l'impact final? Alors, effectivement, parce qu'en fait, quand on réfléchit en termes de KPI, normalement, si on fait bien son travail, on le fait par rapport à l'organisation. Ça veut dire, après, il y a différentes philosophies en termes de KPI, mais il y a un courant notamment qui a parlé de la North Star Metric, qui est en fait le KPI clé de la boîte. Donc, ça peut être le nombre de nouveaux abonnés, ça peut être le chiffre d'affaires gagné. Enfin, ça dépend des entreprises et de leur secteur d'activité. Et après, chaque service, c'est ce qu'on appelle une ON
TM, Only Metric That Matter, qui est en fait le KPI star du service. Et puis après, on va avoir des KPI intermédiaires. Et donc, normalement, si on définit des KPI, enfin, en tout cas, moi, en tant que designer, je les identifie toujours dans la perspective de l'organisation, business ou pas, ça dépend si je passe pour le public, là-dedans. Et c'est pour ça que moi, je m'intéresse principalement des KPI de résultats et pas des KPI du nombre d'interviews menées ou du temps passé par maquette. Parce que, bien sûr, en fait, le risque avec ça, c'est qu'on rentre dans des logiques, genre c'est un peu comme faire des KPI sur le nombre d'interpellations menées dans la police, tu vois. Tu finis par avoir des petits dealers qui ont 10 grammes de bœuf dans la rue, c'est pas avec ça que tu fais progresser un truc. Si je fais le parallèle, tu vois. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que tous ces genres de trucs, pour moi, c'est des KPI de complaisance. C'est-à-dire, juste en fait, si tu as, je sais pas, X interviews à faire utilisateurs par mois, je l'ai déjà vu, même dans des grandes orgas, en fait, ok, mais ça ne dit rien de la qualité de ton impact sur l'organisation, donc sur les KPI de service ou le KPI star de ta boîte. Voilà. Tu veux compléter, Fabien ? Oui, complétons. Du coup, par rapport à cette question de comment est-ce qu'on mesure les actions des designers sur les initiatives qu'on porte, effectivement, ça commence par définir un KPI actionnable, clair, qui est partagé par tous, sachant que l'impact, on va le mesurer sur différents sujets. Chez Luco, globalement, il va y avoir la user research, mais on dit qu'on n'en parlerait pas beaucoup aujourd'hui, mais il y a effectivement un peu de data là-dedans pour analyser les résultats. Après, ça va être quand on lance des initiatives de manière classique et aussi sur les A/B tests, puisque les product designers vont être beaucoup impliqués sur les A/B tests également. Et donc, A/B test ou initiative, c'est un peu la même logique derrière, c'est définir un KPI actionnable avec une métrique de contrôle. Par exemple, nous, on est un funnel e-commerce de souscription et une assurance habitation. On va être très drivé par le taux de conversion. Mais par exemple, une métrique de contrôle, ça va être le panier moyen. Par exemple, certes, on a augmenté le taux de conversion, mais est-ce qu'on a impacté négativement le panier moyen ? Parce que du coup, ça veut dire qu'en termes de marge, on s'y retrouve peut-être pas. Donc, métrique, un KPI clair avec une métrique de contrôle. Et du coup, après, on va l'analyser, on va partager les résultats aux product designers et ça leur permet de voir si le design qui avait été proposé, qui a été débattu avec l'équipe product, avec l'équipe tech, a effectivement le résultat escompté, quoi. Ok, très très clair. Je pense qu'on a fait un bon tour déjà là sur l'organisation interne de cette pratique. Je vous propose de passer du coup à la seconde partie. Qui n'est autre que la place du designer. Voilà, boum, on pose la grande phrase comme ça, une phrase quasiment philosophique. Où commence et où s'arrête votre champ d'action par rapport aux équipes data product ? On a déjà avancé quelques éléments, on a déjà décrit, mais s'il fallait répondre directement à cette question, comment on arrive à avoir une frontière qui se dessine, qu'on arrive tous à comprendre et qu'on peut partager justement ? Alors, ça va dépendre de l'organisation, de la maturité de l'entreprise. On voit bien que déjà, en tout cas moi, la frontière que j'ai identifiée entre mes activités de conseil et puis maintenant chez Luco, c'est en gros effectivement est-ce que la boîte est orientée product ou ne l'est pas. Quand la boîte est orientée product, généralement product manager, product designer, c'est une seule et même équipe. Enfin, bon, c'est pas toujours le cas, mais dans la majeure partie des cas. Et il y a des interactions assez fréquentes avec la data et les choses se font assez naturellement. Dans des environnements qui sont moins orientés là-dessus, on peut avoir quand même cette synchro entre ces différents rôles, mais je l'ai un peu moins observé. Mais ça a sans doute émergé, parce que c'est vrai que le conseil, ça fait maintenant 4-5 ans que j'en fais plus, donc j'ai moins de vision sur tout l'écosystème. Et en tout cas, bon, je vais repartir de chez Luco. Et chez Luco, concrètement, pour le product designer, son rôle, c'est vraiment de travailler sur le couple problème-solution. Donc effectivement, est-ce qu'on s'attaque au bon problème utilisateur et derrière, est-ce que la solution elle est adaptée, et notamment il va avoir beaucoup d'ownership, beaucoup de leadership sur la partie solution, sur la partie problème également, mais ça va être en collaboration avec le PM. Et après, sur la data en tant que telle, il n'y a pas réellement de frontières, dans le sens où moi j'encourage les product designers, quand on définit le problème, à aller regarder combien d'utilisateurs sont impactés sur Amplitude, à demander au service client combien est-ce qu'il y a de plaintes pour ce pain point particulier. Et je leur demande aussi, une fois qu'on a délivré la feature, d'aller regarder l'impact qu'on a eu à 15 jours, 1 mois, 3 mois, pour s'assurer que job is done, quoi. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment de frontières. Enfin, pour moi, ils doivent s'intéresser à la data sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et après, sur leur rôle, effectivement, comme je l'avais un peu expliqué en première partie, sur la collecte de la data, ça va vraiment être plutôt l'équipe data.
et eux vont plutôt intervenir sur la partie consommation de la donnée et traitement de la donnée, enfin s'ils veulent l'exploiter, quoi. Alors, si je pousse même un peu plus loin, du coup, vis-à-vis des data analystes, on pourrait se dire que tout d'un coup, ça y est, là, on se rapproche encore plus de ce qui a été décrit du design data. À quel moment on arrive à mettre des choses claires en place, ou alors est-ce que ça se fait au fur et à mesure en fonction, j'ai presque dire même des personnes, et comment elles vont collaborer, et elles vont se mettre OK sur là, ça commence et là, s'arrête mon poste? Je pense qu'il y a 3 étapes clés qu'on a essayé de bien mapper. Alors, tout est toujours perfectible, mais bon, disons que c'est en progrès. La première étape, c'est quand on fait le kick-off pour traiter une nouvelle initiative, et notamment quand on veut s'attaquer au product discovery, à savoir par rapport au problème identifié, est-ce que réellement, oui, c'est un problème sur lequel on a envie de se concentrer, est-ce qu'effectivement c'est critique d'un point de vue business, etc. On va avoir un kick-off, on va avoir un designer, le product data analyst, qui vont déjà commencer à s'intéresser à la criticité du problème. Et donc forcément, ils vont le quantifier. Donc premier point de passage. Deuxième point de passage, ça va être un petit peu plus tard, c'est quand on va commencer à définir les KPI pour mesurer le succès du produit, savoir quel est notre KPI, quel est le KPI maître, quelle est la métrique de contrôle, quelle est la target qu'on veut atteindre aussi, pour après mesurer si la target était trop ambitieuse, pas assez ambitieuse. Donc là, deuxième point de contact entre product designer et product data analyst. Et le troisième, c'est une fois qu'on a shippé la feature et qu'on va analyser du coup quantitativement les résultats. Troisième point de contact où on va rédiger un petit rapport en fait de l'initiative pour justement est-ce que la target a été atteinte, etc. Et là pareil, dernier point de contrôle, point de passage entre product designer et data analyst, grosso modo. Antoine, toi de ce que tu as déjà observé, est-ce qu'il y a des points de différence? Alors pour moi, tout ce que vient de dire Fabien, en fait, ça serait quasiment la place du designer. Alors, je sais pas si c'est idéal, mais en tout cas, ça serait si tous les designers faisaient ça, ce serait déjà très bien. C'est-à-dire cette capacité à monter à la fois sur l'analyse de données, même s'ils sont pas forcément en charge de cette donnée, de la comprendre et de comprendre aussi l'importance business, la criticité business, parce qu'il y a ça aussi. Pour moi, un bon designer, notamment un bon UX researcher, après, on pourra placer la différence entre product designer, UX researcher, UX et tout, mais c'est encore un débat. Mais c'est la capacité à comprendre aussi, à convertir un problème business en problème utilisateur et vice-versa. Et ça, c'est pas encore, pour moi, justement, utiliser la place du designer. Pour moi, ça devrait déjà être, un designer devrait être capable de faire ça aujourd'hui. J'ai l'impression que je dis vraiment de façon très empirique, mais je vois pas partout. Et beaucoup de designers qui restent très orientés sur le quali, qui est très important, mais qui est pour moi largement insuffisant. Voilà. Et puis juste pour finir, effectivement, on a parlé du plan de tracking. Je sais pas si ça va être compris par tous les auditeurs, mais Fabien en a parlé. C'est méga important. C'est en fait qu'est-ce qu'on traque sur le parcours utilisateur. C'est méga important que le designer soit capable de comprendre un plan de tracking et de se mettre à la table avec le dev, le data, le marketing pour bosser là-dessus en fait. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un horizon d'attente. Donc, ça devrait être la place du designer, mais ça l'est pas forcément. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, j'en ai bien l'impression. L'importance aussi, je pense, elle est aux outils. On a pas mal parlé, on a déjà commencé à évoquer Amplitude et Google Analytics. C'est en quelque sorte, vous, cet outil qui va vous permettre de légitimer votre action et de prouver le rôle aussi du design. Comment, justement, vous faites pour éviter des blocages? Tu parlais, Fabien, qu'on avait préparé ce podcast, un blocage un peu culturel autour de Google Analytics qui était un peu mal perçu, en tout cas plus difficilement utilisé. Oui, c'est un peu des goûts et des couleurs, quoi. Et certains s'y retrouvent peut-être. Mais effectivement, Google Analytics, ils ont fait des progrès ces derniers temps. Mais moi, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était il y a 3-4 ans. Et c'est vrai qu'ils avaient une UI qui était quand même un peu... c'est pas très user-friendly, quoi. Un peu difficile de naviguer dessus. Et je me souviens que j'avais parfois des discussions avec mon CEO qui me disait... je sais même pas comment tu fais pour aller dedans. Enfin, c'est ignoble, quoi. Donc bon, c'est juste pour dire un petit peu la perception que certains pouvaient en avoir. Et c'est vrai que, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais justement encouragé certains product designers à aller dessus. Et ils me disaient, mais c'est juste incompréhensible. Et on sait pas exactement dans quel rapport on doit aller. On comprend pas. Et c'est vrai que je m'étais dit, c'est à ce moment-là où je me suis dit, au-delà de la volonté, il faut quand même aussi derrière donner les moyens. Et là, visiblement, on donne pas les moyens, quoi. Et donc, on avait essayé de mettre en place de la formation derrière.
Mais même l'outil, en fait, est pas si configurable que ça. Encore une fois, ils ont dû progresser. Donc, je parle d'un temps il y a 4 ans. Et en tout cas, à l'époque. Et c'est vrai que c'était des freins constants où, en fait, chaque product designer venait me dire en me disant, je veux construire telle charte, mais comment je fais? Ah bah, attends, on va solliciter l'équipe technique. Mais attends, il n'y a pas tel event. Bon, bah, on va solliciter l'équipe technique. Et c'était très chronophage et même un peu décourageant. Enfin, j'avais certaines personnes qui étaient très motivées à l'idée de l'utiliser dans un premier temps. Puis on regardait la rétention de l'outil semaine après semaine et à la fin, il n'y avait plus que moi qui l'utilisais, quoi. Donc ouais, c'est assez important de se poser cette question de est-ce que l'équipe va pouvoir s'approprier l'outil? Est-ce que ça va être simple derrière, une fois passé un peu l'effet waouh de la nouveauté, où on dit bah chouette, un nouvel outil, est-ce que vraiment ils vont pouvoir l'utiliser facilement, quoi? C'est ce qui s'est passé avec Amplitude, du coup. C'est ce qui s'est passé avec Amplitude, effectivement, pour la grande majeure partie de l'équipe. Antoine? Déjà, en fait, il y a plein d'outils différents. Parce que là, en fait, on est resté concentré sur des outils d'usage sur un site internet ou une app, mais on peut rajouter Hotjar. Et en fait, là, on parle des outils centrés sur le produit, mais en fait, moi, je connais des designers qui bossent sur des interfaces machine dans des hélicoptères. Donc, eux, les outils ils sont encore différents. On a une formatrice sur laptop qui bosse sur le design des voitures. Bon, bah, là, j'imagine que les outils pour regarder les données d'usage des voitures en général sont pas du tout les mêmes. Mais même en restant sur un référentiel qui est celui des outils, on va dire, web, pour l'app ou du site internet, bah, si tu utilises un outil de SEO pour regarder, par exemple, les intentions de recherche, pour caractériser ton persona, t'es sur du CMrush, donc t'es encore sur d'autres outils. Puis, donc en fait, pour moi, la question d'outils, elle est importante d'avoir des outils relativement simples pour que tout le monde puisse les utiliser, mais il faut pas non plus trop rester adossé sur l'outil, parce qu'en fait, dans le contexte, alors quand on est externe, puisque je pense dans le public, il y a un certain nombre de freelance, les outils dépendent de la boîte. Vous avez peu de marge de manœuvre, sauf sur un petit Hotjar que vous allez implémenter peut-être, mais donc vous allez être contraint par votre contexte. Et quand vous allez chez un nouvel employeur, c'est pareil, vous êtes contraint par le contexte. Donc pour moi, faut vraiment avoir cette gymnastique d'aller voir plusieurs outils sur le marché et justement de s'entraîner sur pas mal de choses différentes, parce qu'en fait, notamment dans le conseil, en fait, moi je jongle avec un nombre d'outils. Enfin, je sais pas, je peux en citer des dizaines, parce qu'en fait, en fonction des contextes, je vais avoir des trucs très variés, quoi. Pour faire une poésie des noms d'outils. Ouais, donc il vaut mieux être souple dans l'esprit. Et après, bon, si on peut décider de l'outil employé, c'est bien, mais c'est pas toujours le cas. Donc, disons que c'est vrai que c'est très vaste ce qu'a dit Antoine. Enfin, je me rappelle mes années conseils, et c'est vrai qu'effectivement, quand on arrive chez un client, on n'a évidemment pas le choix de l'outil. Matomo, je me souviens que je l'avais utilisé lors d'une mission, Google Analytics également, même une fois, je crois, un autre outil dont j'ai perdu le nom. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre la structure de ces outils. À savoir, ces outils fonctionnent toujours un peu de la même manière. On va avoir une mesure de la donnée. Chez Amplitude, c'est via les événements. Chez Google Analytics, c'est via la page vue. Et en fait, à partir de cette mesure de la data, tous les rapports vont être construits autour de ça. Et les rapports ont globalement, alors certains sont un peu plus sexy que d'autres, mais vont avoir globalement la même structure. Et une fois qu'on a compris ça, on peut plus facilement naviguer d'un outil à un autre, malgré le fait que certains soient moins user-friendly, on va dire. Je rajouterais peut-être totalement sur l'aspect-là. Il y a la philosophie de l'outil. Et après, il y a aussi un point qui est important. Je pense qu'on parle beaucoup de data, d'usage, etc. Mais il y a un élément qui est central dans la donnée aussi, c'est la comparaison. Donc en fait, une donnée en elle-même ne vaut rien si elle n'est pas comparée à un contexte, à une période antérieure aussi pour pouvoir mesurer des choses, ou à de la concurrence ou des choses comme ça. Souvent, en fait, au-delà de l'outil lui-même, et donc cette logique de comparaison qu'on a sur les outils, notamment sur des plages temporelles, sur de l'analytics, du Amplitude, du Matomo, etc. Il y a aussi dans quel contexte l'outil est employé. Je vous prends un exemple. Moi, chez tous mes clients, il y a un trou noir de comparaison, c'est le Covid. C'est une période qui a été, je parle du Covid, des confinements notamment, une période qui a été exceptionnelle. Et aujourd'hui, cette donnée-là, dans la plupart des cas, ils sont incapables de l'exploiter parce qu'ils n'ont pas de référentiel de comparaison. Et ce qui s'est passé avant et après, comme il y a aussi une évolution, ils sont fragilisés en fait. Et je vais aller un cran plus loin là-dedans. Les modèles prédictifs sont de plus en plus pertinents. Mais il faut faire assez attention de plus en plus sur la question de la comparaison aussi, même si elle est méga importante, parce qu'en fait, on a de plus en plus d'événements imprévus qui arrivent. Et ça fausse énormément de modèles, notamment en termes financiers. Ça, c'est plus global. Mais je pense que pour des designers, c'est aussi, en tout cas pour l'usage de la donnée, c'est aussi un vrai sujet sur... on va dire l'élément de comparaison ou en tout cas le groupe témoin, comme on dirait en science, sur ces éléments.
Ouais, l'humain n'est pas si prévisible que ça, en fait, et en tout cas, dans la situation qu'on est, ça pourrait être de plus en plus difficile. On entend toujours dans cette place du designer qu'on lui donne. Est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, que il y a deux mondes opposés que vous essayez de concilier, le design d'intuition et le design implacable, pragmatique, qui est celui de la donnée. Il y a toujours cet aspect peut-être créatif qu'on imagine aussi du design c'est un peu quelque chose de divin qui nous tombe et qu'on amène, et que vous, ce que vous présentez depuis tout à l'heure, au contraire, c'est d'amener des éléments factuels, tangibles. Est-ce que les deux peuvent coexister en quelque sorte? Oui, je pense que les deux peuvent coexister, et même, je le préconise en tout cas dans toutes les boîtes où j'ai pu travailler. Je pense que en tant que designer, la data n'est finalement qu'un input parmi tant d'autres qui va alimenter en fait la réflexion design. Donc je pense que c'est important du coup pour un product designer d'avoir cette corde à son arc. C'est pas un prérequis, c'est pas nécessaire, mais je pense qu'un product designer qui a cette compétence, ça va lui permettre d'avoir peut-être une meilleure communication avec les stakeholders aussi, parce que par exemple sur les KPI business, ils vont pouvoir se comprendre, et même sur des KPI de taux de conversion qui impactent directement le business, il va y avoir une compréhension commune. Donc pour répondre à ta question, oui, je pense que cette réconciliation est nécessaire. Et ça va aussi dans le sens aussi, à mon avis, des stakeholders ou des product managers qui doivent aussi avoir une sensibilité design forte pour pouvoir que le dialogue se fasse efficacement dans les deux sens, quoi. Antoine, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que justement cette partie plutôt tangible, celle des chiffres, doivent être nécessairement aussi poil à gratter, un peu désagréable? Je t'ai entendu un peu dire cela tout à l'heure, de se dire, si on est que sur des chiffres qui nous font du bien, c'est qu'il doit y avoir un loup quelque part. Oui, alors ça c'est sur on va dire l'exigence de soi-même, j'ai envie de dire, sur le calcul de la performance, de pas s'auto-biaiser. C'est pas forcément sur la question de est-ce que le chiffre doit être poil à gratter en lui-même, c'est à ce niveau-là. Pour moi, les deux ne s'opposent pas. C'est-à-dire que tu disais effectivement il y a plusieurs sources d'input. La façon de fonctionner d'un analyste, c'est de l'analyse, c'est du raisonnement logique. Ce que tu appelles l'intuition, c'est un fonctionnement analogique souvent de l'esprit, c'est-à-dire par association d'idées, etc. Mais tout bon designer, qui même, on va dire, avec un fonctionnement logique / intuitif, commence son travail par du benchmark, par du moodboard, enfin des choses comme ça. Et c'est quoi ça? C'est de la donnée. C'est de la donnée qu'il a à disposition et que son cerveau va mouliner avec son mode de fonctionnement de ses synapses qui lui est propre pour produire un résultat derrière. Donc pour moi, effectivement, la donnée, c'est un élément en plus qui arrive là-dedans et dont il va se nourrir pour arriver au résultat. Et en fait, je vois pas comment on peut opposer les deux, en fait, parce que même quelqu'un qui prend une décision, un décideur, qui va utiliser la donnée pour prendre sa décision, la donnée, c'est une information qu'il a parmi d'autres. Et en fait, c'est rare qu'une décision, même quelle qu'elle soit purement utilisée à partir de données. Enfin, bien sûr que la donnée est l'élément central, mais après, quand on décide de prendre une orientation stratégique dans une entreprise, un service ou des choses comme ça, il y a la donnée, et après, il y a l'analyse du contexte, etc. Enfin, il y a d'autres éléments qui entrent en compte, et à partir de tout ça, on va modéliser une réponse, en fait. Donc, bref, pour te répondre, pour moi, c'est la donnée, c'est un élément. En fait, je comprends pas qu'on puisse opposer les deux. Je pense que c'est une opposition qui est très artificielle. Donc, la créativité bouffe de la donnée au petit déjeuner, quoi. Normalement, c'est ce qu'elle fait. Même si c'est pas de la donnée quantitative, c'est peut-être la nuance. La question, ça serait peut-être justement la source de données. Mais dans ce cas, j'ai juste envie de dire, soyez créatifs, c'est pas grave. Juste, c'est une autre source de données. Moi, j'ai fait des études de lettres assez poussées, mais j'ai pas fait d'études de maths. J'ai appris 3-4 trucs quand même sur le tas parce que ça m'est utile. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en mathématiques appliquées pour analyser de la donnée. Enfin, c'est des données très simples qu'on utilise en vérité. Addition, multiplication, statistique, quoi. En effet, alors ça doit aider, mais effectivement, c'est pas nécessaire parce que je n'ai pas non plus fait ce type d'études. Je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de bien comprendre par rapport à une initiative qu'on va lancer, quelle métrique ça va impacter, pourquoi cette métrique est importante, soit d'un point de vue business, soit d'un point de vue utilisateur. Être capable de lire des charts et comprendre le fait d'étudier une métrique sur différentes périodes de temps. Comprendre le fait que pour qu'une métrique soit stable, il faut l'observer dans un temps long et pas sur un temps court. Parfois, c'est vrai que j'ai pu voir certaines personnes, quand elles lancent une initiative, une semaine après, on en discute, elles me disent c'est parfait, on a atteint l'objectif, regarde le KPI. Je lui dis oui, mais ça fait qu'une semaine. Donc attends de voir sur un temps un peu plus long comment est-ce que ça évolue. Et souvent, ça évolue différemment. Donc comprendre ça, comprendre le fait qu'une métrique, ça se compare à une autre période de temps, par rapport à la saisonnalité notamment, à ses compétiteurs par exemple. Mais donc là, c'est quelques exemples, mais toutes ces notions-là, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir
une thèse en mathématiques appliquées pour le comprendre, et ça s'acquiert avec le temps, quoi. On va aller plus loin sur ce sujet, justement, de quel est le bon bagage et quelles sont en quelque sorte les bonnes formations pour aujourd'hui être dans le design data. Dernière partie donc, et on va parler formation, compétences. Qu'est-ce qu'un bon bagage pour un designer data? Je crois qu'on a compris, du coup, c'est pas nécessairement d'avoir un diplôme dans les mathématiques. La formation X-Ray du laptop est vraiment géniale. Il fallait le placer, on peut le replacer 3 ou 4 fois. On encore. l'a pas payé pour ça. Ah merci. Tu m'avais pas tout dit avant. Sur effectivement les compétences que doit avoir un product designer, enfin qu'il serait bon d'avoir, en tout cas ce serait une corde à son arc. Il y a celle que j'ai mentionnée, effectivement, donc être capable de définir une métrique actionnable, être capable de l'analyser, être capable de bien lire la data, donc sur des charts. Niveau 1, on va dire que c'est suivre un taux de conversion. C'est un funnel, donc c'est assez simple à comprendre, même visuellement. On va dire que le niveau avec un peu plus de complexité, c'est suivre la rétention, notamment le taux de churn. C'est un peu plus subtil, entre guillemets. Donc ça, je pense que c'est un bon bagage. Être capable aussi de discuter avec des data analystes, comprendre ce qu'est un plan de tracking, ce que disait Antoine. Je pense qu'effectivement, c'est important parce que ça désacralise, mais finalement, cette data qui apparaît dans Amplitude, d'où elle vient, comment elle vient, ça désacralise un peu cette partie. En tout cas, moi, ça l'avait désacralisé quand j'ai compris ce que c'était un plan de tracking il y a quelques années. Et après, sur les formations, je pense qu'il y a pas mal de formations qui sont en ligne. Je sais que le Wagon en propose une qui est plutôt, pour le coup, qui est pas en ligne, mais qui est plutôt pas mal. Il y a pas mal de ressources libres aussi sur YouTube. Moi, je me suis pas mal formé en regardant des vidéos YouTube, pour être tout à fait transparent. Il y a des bouquins qui sont bien. Il y a Lean Analytics, notamment, que j'ai lu, qui est très bien. Et après, si dans vos organisations, vous avez des gens qui sont dans une équipe data, je pense que vous pouvez aussi tout simplement aller leur parler, aller prendre un café ou un déjeuner, et ces gens-là vont beaucoup vous apprendre. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai aussi appris. J'étais dans une boîte, j'ai vu un head of data, j'ai fait, je connais rien à la data, salut, est-ce que tu aurais 5 minutes pour prendre un café? Et puis de fil en aiguille, on progresse, quoi. Donc, voilà, en fonction de son caractère, il y a pas mal de sources d'informations à aller piocher. Au fur et à mesure que cette compétence, ou en tout cas cette pratique devient connue, évidemment, des formations apparaissent. Mais avant justement qu'on arrive à ce moment-là, quelle formation autour du design se rapprochait le plus, ou en tout cas des compétences qui vont être données pour pratiquer design data? Le growth hacking. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le terme, c'est en gros le marketing digital en version courte. Et pour moi, c'est la meilleure école en fait. C'est-à-dire que, alors, j'ai fait aussi des études à un moment donné de marketing, donc je suis un peu biaisé là-dessus. Mais moi, après avoir fait des formations de design, j'ai complété avec des formations assez poussées en growth hacking justement. Donc, sur tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire c'est quoi de l'acquisition, donc un funnel, c'est-à-dire les différentes étapes en fait jusqu'à la conversion. Donc ça peut être d'un client ou l'usage d'un service, etc. Comment ça fonctionne, quels sont les outils, parce qu'en fait, on va vous apprendre aussi des outils là-dessus. Pour moi, ces formations-là, elles sont ultra... alors, il y a celles de Growth Tribe, qui sont pas mal, notamment. Mais le Wagon fait aussi. Enfin, il y a plusieurs gens très sérieux qui proposent des formations là-dessus. Et en fait, c'est ultra utile, et puis même pour dialoguer avec d'autres métiers. Ça le sera, voilà. Et après, je te rejoins. Moi aussi, je me suis formé sur le tas, parfois avec YouTube. Faut savoir que sur YouTube, vous avez des gens qui pourraient mettre, si tu veux, les liens. On mettra les liens. Qui bossent là-dessus, sur des analytics ou des trucs comme ça, et qui proposent en fait en 1 heure, 1 heure et demie, vous êtes capable de comprendre le fonctionnement de Google Analytics 4. Donc, il y a une nouvelle mouture qui est un peu plus simple d'usage que l'ancienne, mais qui perd beaucoup en analyse de données pour le coup aussi. Et voilà. Donc ça, c'est sur les formations growth hacking. Moi, je conseille à tout le monde d'en faire, en fait. Mais même un créateur d'entreprise, en fait. Pour moi, c'est utile pour n'importe qui. Et à fortiori pour un designer. On fait une petite liste, peut-être, des notions clés qu'on doit retrouver dans une bonne formation pour être un designer data. S'il fallait qu'on prenne point par point, il y aurait quoi sur cette liste? Je pense que premièrement, c'est le rôle de la data et pourquoi est-ce que maîtriser la data est important et que ce soit bien explicité et mis dans un contexte pertinent pour un product designer. Après, je pense qu'il y aurait être capable d'identifier, de définir des métriques actionnables et qui font sens par rapport à son produit. Ça, c'est évidemment très important. Je pense qu'il y a une partie aussi sur la collecte de la donnée et majoritairement sur le plan de tracking pour un petit peu désacraliser ce que c'est et en fait à quoi ça sert et mieux mettre en perspective finalement la data entre le clic d'un utilisateur sur le site web et mon chart d'amplitude. Qu'est-ce qui se passe?
parce qu'il se passe pas mal de choses en fond. Et après, à la fin, je pense comment maîtriser la data pour optimiser son produit et mieux mesurer ses actions, quoi. Et je pense qu'il y a sans doute des choses que j'ai oubliées, mais s'il y a tous ces éléments, il y a déjà un socle plutôt pas mal. T'en rajoutes, Antoine? Ouais, le cœur du réacteur, il a déjà été bâti, donc là-dessus, j'ai pas peu de choses à ajouter. Il y a peut-être, moi, 2 éléments qui me semblent importants. Le premier, c'est la compréhension business. Donc, comprendre une marge, comprendre comment, par exemple, se calcule un chiffre d'affaires. C'est quoi une marge brute, une marge nette? C'est des éléments, alors ça dépend des secteurs, mais globalement, c'est des éléments comme ça qui peuvent paraître barbares, mais ils sont assez simples en réalité. Et qui permettent de comprendre aussi comment fonctionne la prise de décision business. Ça, c'est important. Donc ça, je le rajouterai. Et après, pour aussi un gros point fort du designer, en fait, sa capacité à comprendre un parcours utilisateur. Et ça, en final, quand on parle d'un plan de tracking ou autre, c'est un parcours utilisateur. Et le gros point fort aussi, c'est qu'il est capable d'aller au-delà d'un outil. Enfin, là, on parle beaucoup d'outils digitaux, mais sur un parcours omnicanal, il est capable d'identifier différentes étapes, les différents acteurs, avec un service blueprint notamment, donc qui est en fait un parcours utilisateur avec l'impact sur l'organisation derrière. Donc tout ça, en fait, il est capable de le faire, c'est déjà dans son ADN. Et donc pour moi, si je devais juste ajouter quelque chose dessus, ça serait dire au designer, en fait, repars du cœur de ton métier, de ce que tu fais à la base, et juste, en fait, tu vas rajouter ces étapes, qui sont des étapes d'analyse, mais qui, normalement, en fait, s'intègrent de façon totalement harmonieuse avec ton boulot, quoi. Donc, en fait, on réapprend pas un métier, c'est juste on perfectionne notre manière de pratiquer déjà notre métier. S'il fallait parler de figures d'autorité dans le design data, des pères, des mères fondatrices, fondateurs, est-ce que vous avez des noms comme ça qui vous viennent à l'esprit? Ça peut être ceux qui ont rédigé justement des ouvrages, ça peut être ceux qui ont commencé à dire tiens, il faudrait peut-être aller voir leur chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on sort comme nom? Alors, c'est vrai que je vous ai demandé de préparer la question. Et c'est la seule que j'ai oubliée. Le mec qui a écrit Analytics, Google Analytics, Lean Analytics, dont j'ai plus le nom en tête, pour moi, est déjà une référence dans le domaine. D'ailleurs, c'est pas forcément c'est un designer à la base, mais c'est Lévy, qui a écrit UX Stratégie. Je pense, il parle pas que, il est très centré création de produits, mais je trouve intéressant aussi. Chez Aurélie, c'est Jamie Levy. C'est Jamie Levy, ouais. C'est ça, tout à fait. Pour continuer, sur LinkedIn, vous pouvez suivre, à mon avis, Sean Ellis, qui était justement l'inventeur du terme growth hacking, qui est plus orienté growth, mais qui a aussi pas mal de pensées sur le design. Donc ça fait un bon pont entre design et data. Il y a le CEO d'Instagram aussi, qui était en fait un product designer. Il est arrivé chez Facebook en tant que product designer, puis product manager et maintenant CEO d'Instagram. Et donc lui, évidemment, il parle principalement d'Instagram, mais parfois il y a aussi des posts sur design, data, donc ça peut être intéressant. C'est les deux qui me viennent spontanément en tête. Ouais, très bien. On va déjà mettre les liens là-dessus. Oui, Antoine? Pierre-Jean Elion de Blablacar, qui était un des deux dont je cherchais, qui est un mec qui produit beaucoup justement autour de ça. Je pense qu'il est à suivre. Et après, vous avez pas mal de newsletters aussi, qui sont assez intéressantes. Donc il y a Growth Memo, je crois, de mémoire, Carnage, qui est aussi une bonne newsletter, que moi je suis en tout cas avec attention. Voilà un peu pour d'autres choses à suivre. Bien. Allez, un petit générique. Pendant ce temps-là, je vais donner le micro et on va pouvoir vous le passer. Ainsi, vous pourrez poser vos questions à nos deux invités. Alors, qui veut poser ces questions? Oui, ça y est, une première question. En fait, je me pose toujours la question avec la data, un peu comment on peut protéger aussi les utilisateurs, parce que des fois, la data est utilisée justement pour manipuler ou pour créer l'addiction. Comment est-ce qu'on peut aussi utiliser la data de manière responsable? C'est plus pour moi, c'est moins une question technique qu'une question éthique, en fait. L'outil, il existe. Et après, c'est quelles sont les limites que tu mets en place. Alors, on a des limites, on a un cadre législatif, notamment avec la RGPD, mais c'est aussi l'entreprise de fixer des limites. Mais ça, pour moi, c'est pas spécialement spécifique à la data. Hein. Tu peux le mettre aussi sur l'économie comportementale, la question du marketing en général, sur la manipulation. Enfin voilà, pour moi, c'est pas spécifique à la data, c'est plus une question de limite éthique que tu fixes ou d'un cadre législatif. Et dans ce cas-là, c'est plus aux parlementaires et puis au lobbying, aux lobbyistes du design de jouer ce rôle-là, en fait.
Il y a un côté régalien, effectivement. Toi, à ton échelle, il y a quand même 2 éléments sur lesquels tu peux jouer. Je pense que le premier, c'est d'être très clair et transparent, notamment lors de l'acceptation des cookies, sur comment va être utilisée cette donnée et à quoi ça sert. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des messages qui sont un petit peu pas très honnêtes. Donc, être le plus transparent possible sur qu'est-ce qu'on va faire de votre data. Et le deuxième élément, c'est plus un élément de sécurité. C'est une fois qu'on a votre data, comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, on va mettre en place les bons moyens de protéger et de sécuriser cette data pour éviter que ce soit la cible de hackers, qu'il y ait des fuites, etc. Et c'est souvent un sujet qui est pas très excitant. Enfin, je vois en interne là, sur notre roadmap Q2, on a un stream où l'équipe technique va devoir travailler pendant quelques sprints sur sécuriser en fait justement l'accès à la data de manière à ce que la data de nos assurés soit très sûre. Mais il faut le faire. Donc, je pense que c'est les 2 éléments sur lesquels tu peux jouer. Ouais, une question là-bas. Salut. Une question peut-être hyper 2023, mais est-ce que l'IA est déjà intégrée dans les outils analytics type Piano ou GA, et est-ce que c'est pas un moyen, si c'est pas déjà arrivé, est-ce que c'est pas un moyen une solution en gros pour ceux qui veulent pas mettre la main dans le cambouis des tableaux, des spreadsheets et compagnie, de juste poser sa question, de dire c'est quoi le temps moyen passé sur cette page-là, sur cette période-là versus une autre période. En fait, la question c'est surtout, est-ce que ça existe déjà? Est-ce que vous avez observé des choses ou pas encore? Oui, ça existe déjà. C'est embryonnaire à l'heure actuelle, mais ça va a priori ne faire que s'accélérer. En tout cas, dans Amplitude, qui est l'outil qu'on utilise, il y a effectivement des petites extensions disponibles et le produit, de toute façon, impliquait déjà un petit peu d'IA jusqu'à présent, puisque quand tu arrives sur ta page d'accueil, tu as déjà les charts qui sont ceux que tu utilises le plus, ceux qui sont le plus utilisés par ta team. C'est de l'IA très rudimentaire, mais en tout cas, il y a déjà une version comme ça personnalisée et qui personnalise aussi l'expérience de l'utilisateur. Et après, tu as aussi des petites extensions qui existent, alors qui sont pour l'instant en bêta et qui vont pas extrêmement loin. Mais je suis effectivement assez confiant sur le fait que et même très rapidement, en fait, effectivement, tu arrives sur Amplitude, tu as un champ texte ou juste vocal où tu poses ta question et par rapport à ta question, il te sort le bon chiffre avec le bon chart, la bonne analyse. Ça, c'est une certitude, quoi. J'utilise parfois même plus ChatGPT. Par exemple, quand je fais des requêtes sur Looker, parfois, je me trompe dans mes requêtes, tout simplement. Plutôt que d'embêter mon data analyst, je vais aller dans ChatGPT, je vais dire You're a data analyst, I want to je veux joindre telle et telle table, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Et parfois j'ai des réponses pertinentes, je relance ma requête et ça marche, quoi. Donc oui, c'est sûr, ça existe déjà un petit peu et ça ne va faire que s'accélérer à l'avenir. Ouais, je rajouterais juste 2 choses en complément. La première, c'est que dans ta question, il y avait déjà un début de réponse. C'est quand tu dis regarde-moi, sors-moi tel résultat, tel temps passé moyen. En fait, ça va faciliter ton boulot. Mais n'empêche que la compréhension de base de tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure, tu es obligé de l'avoir pour poser la question. Donc, peut-être que tu vas pas faire les calculs, mais tu as besoin de savoir aussi de ce que tu demandes et comment ça fonctionne. Entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est la formule de calcul pour comprendre le fonctionnement. Donc, dans tous les cas, en fait, la connaissance de base, tu es obligé de l'avoir. C'est juste ça va te faire gagner du temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, effectivement, aujourd'hui, moi, par exemple, quand je fais, pas sur les outils, mais en externe, j'utilise, on en parlait la dernière fois, ChatGPT pour me créer des scripts Python ou des macros sur Google Sheets. Je prends un exemple concret. J'ai fait sur un parc d'attractions. J'ai bossé notamment sur la satisfaction client. Et en appel d'offres, plutôt que de m'amuser j'avais pas l'accès à l'outil, j'ai fait ce qu'on appelle un scrapping, c'est-à-dire en fait j'ai un petit, pour faire simple, un petit robot, un petit script qui allait extraire l'ensemble des avis clients sur TripAdvisor de ce parc d'attractions. Et ensuite, donc, j'en ai fait un fichier CSV. Voilà, je l'ai mis sur Google Sheets. Et j'ai créé les macros pour me sortir les données qui m'intéressaient sur ChatGPT. Et en fait, ChatGPT, autant est ultra limité pour faire de la recommandation intelligente. En termes d'analyse, pour l'instant, pour moi, l'outil est à chier là-dessus. En revanche, pour faire ça, tu demandes le script. Alors, par contre, il faut faire un prompt solide, hein. C'est pas magique, il faut quand même lui dire dans telle colonne il y a ce type de données, je veux tel résultat, machin, calcule-moi ça, bref. Bon, il m'a fait une première proposition. Tu le mets dans ton Google, je sais plus comment ça s'appelle sur Google Sheets, mais le truc de script, tu vois, tu mets ton script, il te sort une réponse, un message d'erreur, tu rentres le message d'erreur dans ChatGPT, ChatGPT l'analyse et te propose un nouveau script corrigé, et ça marche 8 fois sur 10. Alors, il y a les scripts de scrapping, il est un peu moins bon pour les faire. J'utilise encore des outils pour ça, mais honnêtement, là-dessus, c'est très, très pratique déjà.
On passe à une dernière question, s'il en reste une. Oui, une fois un produit est lancé, quel KPI vous mettez en place pour suivre? Et sur quelle période en général? Sur 3 mois? Ça va vraiment dépendre de ton produit, en fait. Après, en fait, c'est justement bien décrit ça dans Lean Analytics, parce qu'en fait, dans Lean Analytics, le livre est construit. Il y a une première partie qui est très introductive sur la data. Et après, en fait, il va analyser les KPI importants par domaine d'activité. Donc, tu vas avoir les KPI clés du SaaS, les KPI clés d'une marketplace, les KPI clés d'un site e-commerce. Donc, en fait, les métriques que tu vas définir vont dépendre de la nature de ton produit. Si on prend par exemple un site e-commerce, on va dire que c'est le cas de Luco, ce qu'on va regarder, c'est le taux de conversion, le panier moyen, le nombre de conversions, donc qui est associé au taux de conversion. Ça va vraiment être très important. Et après, sur le suivi, ça va dépendre aussi de la maturité de ton produit, de ton volume de trafic. Je pense que quand tu lances un produit, c'est important au début d'être un peu le nez sur les métriques, notamment quand c'est un nouveau produit, pour comprendre un petit peu comment ça évolue. Et après, l'évolution, tu dois une fois passé peut-être les 30 premiers jours, ce qui est important, c'est de regarder régulièrement tes métriques, au moins de manière weekly, au mieux de manière daily, pour voir si tu as des fluctuations, si potentiellement tu as des bugs, ce genre de choses. Donc, être assez rivé sur les métriques au début. Enfin, en tout cas, quand on lance une nouvelle feature, on a les yeux assez rivés sur les métriques pendant les 2-3 premiers mois. Et c'est seulement après, quand on voit qu'il y a une stabilisation, qu'on commence à partir sur du reporting un peu plus espacé dans le temps. Ouais, et après, de toute façon, ton reporting ou ton dashboard, il évolue aussi avec. Si tu crées un nouveau produit, par exemple, tu vas créer aussi, tu vas notamment sur des marchés peu matures, t'as pas de track record, tu sais pas. En fait, tu vas découvrir au fur et à mesure. Donc, bien sûr qu'au début, on met en place un plan de mesure, mais celui-là, il va évoluer avec les enseignements que tu vas tirer. Et donc, au début, c'est un peu. Je dis ça parce que j'ai en tête une startup, une cordonnerie en ligne que j'ai accompagnée. Le marché est peu mature en France sur ces questions-là. Il y a un vrai marché. Mais du coup, on a testé le marché. Donc, la fréquence d'achat, ce genre d'éléments, c'est des choses qu'on est capable a priori, qu'on va générer au fur et à mesure, en fait. Donc, au début, on a des trucs génériques, effectivement. Il y a l'analytics, encore une fois, très utile là-dessus. Mais après, tu vas aussi A/B tester, tu vas itérer pour définir ces métriques dessus. Voilà, je sais pas si ça répond. Merci Antoine, merci Fabien, merci Rachel, merci tout le monde, merci à vous d'avoir été là. On a passé une grosse heure ensemble là. Voilà, même la pièce s'est réchauffée, on sent qu'il y a un truc qui nous est tombé dessus. On va digérer toutes ces informations, toute cette data justement. En tout cas, on n'hésitera pas à donner toutes les ressources que vous avez pu lister, mais je pense que la première des choses, c'est aussi de vous suivre, vous deux, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'éléments encore que vous allez continuer à partager. Merci encore pour votre présence et puis à bientôt. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Ciao.